Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil se couchait lentement derrière les immeubles de verre de Los Angeles, teignant le ciel d'une couleur dorée et rouge sang. Assise dans mon salon, je fixais la lettre que je venais de recevoir. Une enveloppe blanche, sans logo, mais lourde de conséquences. À l'intérieur, une simple feuille. Des mots froids, administratifs, sans la moindre compassion. Madame Helen Carter, votre dossier de près de 90 millions de dollars est désormais en défaut de paiement. Veuillez contacter notre département juridique sous 48 heures pour éviter la saisie de vos biens. Mon cœur s'est arrêté. Je n'avais jamais demandé de prêt. Encore moins pour une somme aussi astronomique. Je me suis levée lentement, mes mains tremblant sur la table. J'ai relu la lettre encore et encore, espérant y trouver une erreur, un détail qui prouverait que ce n'était pas moi. Mais le nom, la signature, le numéro de sécurité sociale, tout était bien le mien. Un goût amer m'a envahi la bouche. Quelqu'un m'avait volé mon identité. Et il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre qui. Je me suis précipitée dans la chambre de ma fille. Ou plutôt, celle qu'elle occupait avant de partir avec fracas 3 mois plus tôt. Le désordre était toujours là, ses vêtements, ses photos, des boîtes de bijoux vides, et son ordinateur portable. Je l'ai ouvert, cherché fébrilement dans ses emails, ses documents, ses comptes bancaires. Et tout était là. Des relevés. Des contrats. Des échanges avec des investisseurs. Des signatures, les miennes, copiées, scannées, collées. C'était elle. Ma propre fille. Ma fille unique, Amanda. Celle pour qui j'avais tout sacrifié. Celle que j'avais élevée seule après la mort de son père. Celle à qui j'avais donné ma maison, mon nom, et ma confiance absolue. Je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. Je n'en avais plus la force. J'ai juste senti une colère froide monter en moi, brûlante et glaciale à la fois. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé un avocat. Et j'ai dit calmement. Ma fille a utilisé mon identité pour un prêt de 90 millions. Je veux qu'elle assume. Entièrement. L'homme au bout du fil a hésité. Vous voulez vraiment porter plainte contre votre propre fille, Madame Carter? Je n'ai pas répondu. Je regardais la photo d'Amanda sur le mur, son sourire parfait, celui qu'elle utilisait pour convaincre le monde entier qu'elle était une fille modèle. Puis j'ai dit doucement. Oui. C'est exactement ce que je veux. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ma décision allait tout détruire. Que derrière cette fraude se cachait une vérité que je n'aurais jamais imaginée. Et que le jour où Amanda a appris ce que j'avais fait, elle a voulu mettre fin à ses jours. Mais avant d'en arriver là, il fallait que la vérité sorte. Et cette vérité allait tout changer. Le lendemain matin, la pluie battait contre les vitres de la maison. Le tonnerre grondait au loin, comme si le ciel lui-même voulait annoncer la tempête qui allait éclater dans ma vie. Je n'avais pas dormi. Assise dans le salon, une tasse de café froid entre les mains, je fixais le téléphone posé devant moi. Le numéro d'Amanda s'affichait à l'écran. Je l'avais appelée des dizaines de fois dans la nuit. Sans réponse. Mais cette fois, elle décrocha. Maman? Pourquoi tu m'appelles à cette heure? Sa voix était douce, presque enjouée. Amanda, dis-moi la vérité. Tu as pris un prêt en mon nom? Un silence. Long. Pesant. Je pouvais entendre sa respiration s'accélérer. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Mon cœur s'est serré. Je la connaissais trop bien. Chaque hésitation, chaque intonation. C'était la voix d'une coupable. Alors dis-moi ce que je dois croire, Amanda. Parce que j'ai une lettre d'avocat sur ma table, et elle dit que je dois 90 millions de dollars. Maman, écoute-moi. Ce n'était pas un vrai prêt, c'était juste pour débloquer des fonds temporairement. C'était pour le projet, pour notre rêve, pour la société qu'on voulait créer. Je me suis levée brusquement, la colère montant comme une vague. Notre rêve? Tu veux dire le tien? Tu as falsifié ma signature, volé mon identité et hypothéqué ma maison pour ton rêve?
Maman, je te jure que je comptais tout rembourser. Je voulais juste te surprendre. Me surprendre? En me ruinant? Elle a éclaté en sanglots. Tu ne comprends pas, maman? C'était la seule façon d'obtenir le financement. Personne ne voulait investir en moi. Mais avec ton nom, ils ont dit oui. J'allais tout rendre, je te le jure. Je suis restée silencieuse. Pas parce que je la croyais, mais parce que son audace me laissait sans voix. Quelques heures plus tard, je suis allée la voir. Elle vivait dans un luxueux appartement au centre-ville, payé, bien sûr, avec mon argent. Quand elle m'a vue à la porte, elle a pâli. Maman. Je suis entrée sans un mot. L'intérieur sentait la vanille et le mensonge. Des meubles en marbre, des sacs de luxe, des tableaux modernes. Tout ce qu'une fille de 26 ans sans revenu ne pouvait pas s'offrir seule. Je lui ai tendu la lettre. Lis. Ses mains tremblaient. Les larmes coulaient déjà sur ses joues avant même qu'elle atteigne la fin du texte. Maman, je voulais que tu sois fière de moi. Je voulais te rendre tout ce que tu m'as donné. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce que je voulais, Amanda, ce n'était pas ton argent. C'était ton honnêteté. Le silence est tombé entre nous. Puis, calmement, j'ai sorti une autre feuille de mon sac, une plainte officielle. J'ai appelé un avocat. Tu vas devoir répondre de tes actes. Tu vas me dénoncer? À la police? Oui. Elle a reculé, choquée. Mais je suis ta fille, et moi, je suis ta mère. Pas ta complice. Elle a éclaté en larmes, s'effondrant sur le sol. Tu vas tout détruire, maman, tout. Je suis restée debout, glaciale, le cœur en miettes. Non, Amanda. Tu t'en es chargée toute seule. Ce soir-là, en rentrant, j'ai pleuré pour la première fois depuis des années. Pas parce que j'avais perdu de l'argent, mais parce que j'avais perdu ma fille. Mais au fond de moi, quelque chose me disait que cette histoire n'était pas aussi simple. Et quelques jours plus tard, quand j'ai découvert pourquoi Amanda avait réellement pris ce prêt, j'ai compris que la vérité allait me hanter à jamais. 3 jours avaient passé depuis notre confrontation. 3 jours de silence, de douleur et de colère. Je n'avais reçu aucun appel, aucun message d'Amanda. Mais moi, j'avais reçu des dizaines de lettres de la banque, des menaces de saisie, et des rendez-vous juridiques à n'en plus finir. Je croyais que c'était fini entre nous. Jusqu'à ce que, ce matin-là, quelqu'un frappe à ma porte. Quand j'ai ouvert, j'ai vu un homme en costume sombre, tenant une mallette. Madame Hélène Carter? Je suis l'avocat de votre fille, Maître Benson. Elle m'a demandé de vous parler. J'ai hésité à refermer la porte. Mais quelque chose dans son regard, une forme de tristesse contenue, m'a convaincu d'écouter. Amanda n'a pas voulu vous mentir, madame, mais, elle n'a pas eu le choix. Pas eu le choix? Elle a volé mon identité pour 90 millions de dollars. Vous appelez ça un manque de choix? Ce prêt, reprit-il calmement, n'était pas pour elle. C'était pour vous. Je l'ai fixé, stupéfaite. Pour moi? L'avocat a ouvert sa mallette et sorti plusieurs dossiers. Des plans, des projets immobiliers, des photos d'un vaste complexe médical. Au centre, une plaque, Carter Hope Center, clinique pour femmes atteintes de cancer du sein. Je me suis assise, tremblante. Qu'est-ce que c'est le projet qu'Amanda préparait depuis 2 ans. Elle voulait construire une clinique à votre nom. En mémoire de votre sœur, Laura. Mon souffle s'est coupé. Laura. Ma petite sœur, morte d'un cancer agressif 5 ans plus tôt, faute de moyens pour se soigner à temps. J'en avais parlé à Amanda, un soir, entre 2 larmes et un verre de vin. Je lui avais dit que mon plus grand regret était de ne pas avoir pu aider davantage ma sœur. Elle avait écouté. Elle n'avait jamais oublié. Mais pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Pourquoi ce secret? L'avocat baissa les yeux. Parce qu'aucune banque ne voulait financer une jeune femme de 26 ans avec un simple diplôme de commerce. Elle a tout tenté. Mais dès qu'elle utilisait votre nom, les portes s'ouvraient. Alors elle a monté le projet seule, en espérant vous en parler une fois que tout serait prêt. Je me suis passé la main sur le visage.
Les larmes me brûlaient les yeux. Elle voulait me rendre hommage, en me trahissant, par amour, madame. Un amour maladroit, mais sincère. Je n'ai rien dit. J'ai pris les documents, j'ai tout lu. Chaque ligne, chaque chiffre, chaque note griffonnée par Amanda. Et au milieu des pages, une phrase, écrite à la main, encerclée d'un cœur. Pour maman. Parce qu'elle a toujours tout donné, et qu'il est temps que quelqu'un donne pour elle. C'était comme un coup de poignard dans ma poitrine. Le soir même, je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à son appartement. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, la lumière clignotait faiblement. J'ai trouvé Amanda assise sur le sol, les genoux contre sa poitrine, entourée de bouteilles vides et de papier froissé. Ses yeux étaient rouges, gonflés de larmes. « Maman, je voulais juste que tu sois fière de moi. » Je me suis approchée lentement, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pris ma fille dans mes bras. Elle a éclaté en sanglots, sa voix brisée contre mon épaule. Je voulais faire quelque chose de grand, pour toi, pour tante Laura, mais tout s'est effondré. Chut. C'est fini, Amanda. On va régler ça. Ensemble. Elle m'a regardée, bouleversée. Tu ne vas plus porter plainte? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis contentée de caresser ses cheveux. Je vais tout effacer. Mais à une seule condition, tu me dis toute la vérité. Jusqu'au dernier détail. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a révélé le pire. Le projet avait déjà commencé. Et d'autres personnes étaient impliquées, des investisseurs puissants, dangereux, qui ne voulaient pas que la vérité éclate. Et cette fois, ce n'était plus seulement une histoire de dette. C'était une question de vie ou de mort. Le silence pesait dans l'appartement. Seul le tic-tac régulier d'une horloge brisée résonnait entre les murs, mêlé aux sanglots étouffés de ma fille. Je tenais toujours Amanda contre moi, mais ces mots tournaient dans ma tête, lourds, menaçants. Des investisseurs dangereux. Je me suis redressée lentement. Amanda, qu'est-ce que tu veux dire par dangereux? Elle a levé la tête, le regard vitreux. Maman, ces 90 millions, ce n'était pas seulement un prêt bancaire. Il y avait d'autres fonds. Des gens qui m'ont fait signer des contrats sans que je comprenne tout. Quels gens? Elle a fermé les yeux, respiré profondément, puis murmuré. Le groupe Draxon. Ce nom m'a glacé. Même moi, qui n'étais pas du milieu des affaires, j'en avais entendu parler. Une société d'investissement connue pour ses pratiques douteuses, ses liens avec la criminalité financière, et plusieurs enquêtes en cours. Amanda, dis-moi que tu n'as pas signé avec eux. Elle n'a pas répondu. Son silence valait 1000 aveux. Je me suis levée d'un bond. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Ces gens ne prêtent pas, ils possèdent. Ils vont te détruire, Amanda, je sais, mais je n'avais plus le choix. Ils m'ont promis de financer tout le projet, à condition que j'apporte un garant solide. Et ton nom, c'était la seule clé. Je me suis mise à marcher dans la pièce, le cœur battant. Chaque seconde, la panique montait. Ces gens ne plaisantaient pas. Ils pouvaient ruiner des vies ou les prendre. Et maintenant? Où en est le projet, en pause? Les fonds sont bloqués. Mais ils m'ont donné un ultimatum. Si je ne rembourse pas la première échéance dans 10 jours, ils prendront leur garantie. Je me suis arrêtée net. Quelle garantie? Amanda a baissé la tête. La maison. Et, ton nom. Je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Ces gens pouvaient tout saisir, tout anéantir. J'ai passé les jours suivants à chercher des solutions. J'ai contacté des avocats, des comptables, même d'anciens collègues. Mais personne n'osait s'impliquer. Dès qu'ils entendaient le mot « Draxon », les regards fuyaient, les voix baissaient. Une nuit, alors que je relisais encore les contrats, quelqu'un a frappé à ma porte. 3 coups secs, espacés. J'ai ouvert. Un homme en costume gris se tenait sur le seuil. Grand, froid, impassible. Madame Carter? Je représente le groupe Draxon. Qu'est-ce que vous voulez? Rien d'illégal, je vous assure. Seulement, un remboursement ponctuel. Vous avez 10 jours, mais nous espérions une collaboration rapide. Je l'ai regardé droit dans les yeux.
Ma fille n'a rien à voir avec vous. C'est fini. Oh, au contraire, Madame Carter. Votre fille vous a mis au centre de tout ça. C'est vous, la garante. Si l'argent ne revient pas, c'est votre nom, votre maison, vos biens, et peut-être même plus. Son ton était calme, presque aimable, mais son regard était tranchant comme une lame. Il a posé une carte sur la table, puis s'est dirigé vers la porte. 10 jours, Madame Carter. Pas un de plus. Quand la porte s'est refermée, mes jambes ont cédé. Je me suis effondrée au sol, les mains tremblantes. Je venais de comprendre que ce n'était plus une affaire de mère et de fille. C'était une guerre. Et dans 10 jours, si je ne trouvais pas 90 millions, nous allions tout perdre. Je me suis relevée, fixant le contrat devant moi. Et à ce moment précis, une seule pensée a traversé mon esprit. S'ils veulent jouer sale, alors ils vont découvrir de quoi une mère est capable. La pluie s'était arrêtée, mais la ville restait humide, comme si elle retenait son souffle. 10 jours. C'était tout ce que Draxon m'avait laissé. 10 jours pour rassembler l'impossible. Assise à ma table de cuisine, j'ai regardé la carte posée sur le contrat, mon nom, ma vie, et la maison où j'avais élevé Amanda. Je n'étais pas une femme d'affaires. J'avais passé ma vie à travailler dans une petite clinique de quartier, à signer des ordonnances et à consoler des mères. Mais je connaissais les gens. Je savais aussi comment les gens se brisaient quand on les acculait. Et il y avait une autre chose que je possédais, des années de dettes morales envers ceux qui m'avaient aidé quand Laura était malade. Des dettes que je pouvais transformer en alliances. Premier mouvement, réseau et loyauté. J'ai appelé Maître Benson, l'avocat d'Amanda, et je lui ai dit de tout préparer, plainte, demande de sursis, pression médiatique. Il a grogné, sceptique, mais il a agi. Ensuite, j'ai repris contact avec Janet Morale, une infirmière retraitée qui connaissait tout le monde et qui n'avait jamais oublié une faveur. Janet a mobilisé d'anciens patients, des journalistes locaux, des politiciens de quartier qui avaient des comptes à régler avec Draxon. Les petites villes ont des mémoires plus longues que les grandes entreprises. Je me suis aussi tournée vers Ethan Cole, un ancien enquêteur privé que j'avais connu à l'hôpital. Ethan vivait seul, avec une rancœur distillée contre les gros investisseurs depuis qu'un hôpital avait failli fermer par manque de financement. Il a accepté de travailler avec moi pour une promesse simple, exposer Draxon. Il croit que l'argent peut tout acheter, Madame Carter. Ils n'ont jamais affronté une mère en colère. Deuxième mouvement, information et vulnérabilité. Ethan a commencé à creuser. Il a suivi des traces numériques, trouvé des transferts occultes, des comptes écrans, des sociétés écrans utilisées par Draxon pour blanchir des fonds. Il a découvert un pattern, Draxon plaçait des investissements via des foncières de façade, puis imposait des clauses de « gestion » qui leur donnaient accès à des actifs stratégiques. Plus inquiétant, des enregistrements, échanges téléphoniques, emails ou un cadre de Draxon, Marcus Hale, se vantait de faire plier des mers et d'acheter des décisions. Ethan a mis la main sur 2 choses essentielles, un virement de 30 millions vers une société au Panama, et une note interne mentionnant « levée d'impossibilité pour Carter Hope Center ». Preuve non seulement que Draxon était impliqué, mais qu'il savait exactement à quoi serviraient les fonds. Troisième mouvement, la guerre des perceptions. Janet a appelé une journaliste d'investigation, Lena Ortiz, qui travaillait pour un grand quotidien local. Lena a longtemps cherché un dossier solide contre Draxon. Quand Ethan lui a remis les copies des emails et des transferts, elle a senti le scoop. Mais publier demandait des garanties juridiques. Nous avons donc combiné le juridique et le médiatique. Maître Benson a envoyé une mise en demeure à Draxon, procédure lente, mais elle déclenchait l'attention médiatique, pendant que Lena préparait un dossier d'exposition qui ferait tomber les masques. J'ai aussi commencé à parler. Pas seulement aux journalistes, mais aux voisins, aux anciennes collègues, aux petites associations. Chaque voix comptait. Les réseaux locaux peuvent infliger des dommages de réputation terribles à des entreprises qui misent tout sur l'apparence de respectabilité. Quatrième mouvement, l'offensive personnelle. Je n'étais pas prête à rester derrière un dossier. Si Draxon voulait jouer personnel, je le ferais aussi. J'ai confronté Marcus Hale lors d'un rendez-vous public organisé par Lena comme une « interview d'affaires ». Marcus est arrivé arrogant, sûr de son immunité.
En direct, Lena l'a pressé sur la transparence des transferts et l'implication de comptes offshore. Il a balbutié, puis s'est refermé. Sa nervosité a laissé des traces. Un balcon de caméra l'a filmé sortant une clé USB qu'il croyait discrète. Ethan l'a récupérée grâce à un complice dans l'équipe technique. À l'intérieur, des documents faisant état d'un plan de contrôle visant plusieurs projets communautaires et des listes de noms, certaines desquelles se recoupaient avec des élus. 5e mouvement, le bras de fer. Avec les preuves en main et la corroboration journalistique, Lena a publié une enquête explosive, Draxon, l'argent qui étouffe les rêves. Le lendemain, la une. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les élus demandaient des auditions, et la chambre d'enquête locale a ouvert une enquête préliminaire. Les actions de Draxon ont vacillé. Dans l'ombre, nous avions toujours une menace, l'ultimatum. Draxon voulait des 90 millions, et la pression restait là. Mais la tempête médiatique avait cassé l'illusion d'impunité. Marcus et ses supérieurs ne pouvaient plus simplement intimider dans l'ombre sans attirer l'œil des régulateurs. Mais la victoire n'arrivait pas sans coup. La publication a eu un effet immédiat, Amanda a reçu des menaces. Des messages, des personnes rôdant près de son appartement, un pneu crevé, puis quelqu'un qui avait fouillé son courrier. Draxon savait frapper où ça fait mal. Il frappait mes proches. Et quand il ne pouvait pas m'atteindre directement, il montrait qu'il pouvait atteindre ce que j'aimais. La nuit où j'ai appris que l'un des anciens patients de Janet, un homme âgé qui s'était présenté comme témoin, avait été harcelé, quelque chose en moi a basculé. Je n'étais plus seulement une mère défensive. J'étais devenue une lionne blessée. Dernier acte du chapitre, le piège. Avec l'aide d'Ethan et de Maître Benson, nous avons tendu un piège financier. Une réunion, confidentielle, avec un intermédiaire de Draxon a été organisée, en réalité, une ruse pour obtenir une reconnaissance enregistrée. J'y suis allée, déterminée. Face à moi, l'intermédiaire a voulu jouer la carte de l'intimidation. Mais sous la table, une micro-caméra enregistrait, et Lena diffusait en direct un fil de contexte destiné au réseau d'investigation. Quand l'homme s'est vanté de pouvoir régler le problème Carter, il a donné exactement les mots que nous attendions. Sa voix, sa promesse d'effacer la dette en échange d'un transfert d'actifs, tout a été capté. Le piège a fonctionné. Ce n'était pas la fin, mais c'était un tournant. Draxon ne pouvait plus nier l'intention d'abuser du système. Le lendemain matin, la rue devant ma maison était envahie de caméras, de journalistes et de curieux. L'article de Lena avait fait l'effet d'une bombe. Partout, le nom Draxon apparaissait dans les gros titres, associé à des mots qui faisaient trembler les marchés, fraude, extorsion, manipulation financière, menace. Mais au milieu de ce chaos médiatique, je savais que la partie n'était pas terminée. Quand un empire tombe, il ne tombe jamais seul. Et moi, j'étais au centre du champ de ruines. 2 jours après la publication, Marcus Hale est revenu. Pas en personne, il n'en avait plus le courage, mais à travers une lettre livrée par coursier. Une lettre de menace, enveloppée dans la politesse glacée du langage juridique. Madame Carter, votre campagne de diffamation a coûté plusieurs millions à notre groupe. Si vous ne rétractez pas vos déclarations publiques, nous poursuivrons pour diffamation, atteinte à la réputation et rupture de contrat. Vous paierez, d'une manière ou d'une autre. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai posée sur la table, calmement, et j'ai dit à Amanda. S'ils veulent une guerre, ils l'auront. Ce soir-là, Ethan m'a rejointe avec un sourire sombre. Le FBI a ouvert un dossier. Lena a tout transmis. Draxon est en panique. Marcus est interrogé demain. Mais il y avait un problème, Marcus n'avait pas l'intention de tomber seul. Et pour sauver sa peau, il avait décidé de me faire porter la responsabilité du prêt. Le lendemain, la nouvelle a éclaté, Marcus Hale avait remis aux autorités une série de documents falsifiés prouvant que j'étais au courant de tout. D'après ces pièces, j'avais signé le prêt volontairement, en connaissance de cause. Autrement dit, j'étais complice. Ma photo a fait la une. Les réseaux sociaux m'ont déchiré. De victime courageuse, je suis devenue complice silencieuse. Amanda, effondrée, s'est enfermée dans sa chambre. Je l'ai entendue pleurer toute la nuit. Et,
À un moment, j'ai cru ne plus l'entendre du tout. Je me suis précipitée dans sa chambre, elle tenait dans sa main une boîte de pilules à moitié vide. Mon cri a déchiré la maison. J'ai appelé les urgences, hurlé son nom encore et encore. Les ambulanciers sont arrivés à temps. Amanda a survécu. Mais à cet instant, j'ai compris que cette guerre devait s'arrêter, peu importe le prix. 2 jours plus tard, Lena m'a appelé d'une voix fébrile. Hélène, on a trouvé quelque chose. Dans la clé SB Dale. Tu dois venir. Maintenant. Quand je suis arrivée dans le bureau du journal, elle m'a tendu un dossier scellé. À l'intérieur, une série de courriels internes entre Marcus et les dirigeants de Draxon. Ils y discutaient de la manipulation des signatures et des forgeries légalisées par des sous-traitants. Autrement dit, ils savaient depuis le début que le prêt était frauduleux. Et Marcus, pour se protéger, avait ajouté ma signature scannée sur un document qu'Amanda n'avait jamais vu. Ethan, derrière moi, a murmuré. Ils t'ont piégé dès le départ. Et maintenant, ils vont tomber. Tous. Lena a tout transmis aux fédéraux. Le lendemain, une série d'arrestations a secoué Los Angeles. Marcus Hale a été arrêté, menottes au poignet, filmé par les chaînes locales. Plusieurs cadres de Draxon ont été inculpés pour fraude et corruption. Et moi, j'ai été officiellement blanchi. Amanda est sortie de l'hôpital quelques semaines plus tard. Amaigrie, plus silencieuse qu'avant, mais vivante. Nous avons marché dans le jardin un soir de décembre, le ciel teinté d'orange et d'or. Maman, je t'ai presque tout fait perdre. Non. Tu m'as rappelé ce que j'avais oublié. Qu'on peut toujours se battre, même quand tout semble perdu. Elle a baissé les yeux, des larmes aux cils. Et la clinique? On la construira. Ensemble. Cette fois, légalement. Sans mensonge. Elle a souri faiblement. Carter Hope Center. Oui. Mais ce ne sera pas pour moi. Ce sera pour toutes celles qui, comme Laura, n'ont pas eu la chance d'être aidées. 1 an plus tard, le Carter Hope Center a ouvert ses portes. Les murs étaient blancs, les fenêtres baignées de lumière. Sur une plaque, à l'entrée, était gravée une phrase. De la trahison peut naître la vérité. De la chute peut naître l'espérance. Je suis restée là longtemps, regardant Amanda accueillir les premières patientes, avec cette douceur qu'elle tenait de moi. Et dans mon cœur, je savais que, malgré les cicatrices, nous avions reconstruit quelque chose de plus fort que l'argent, la peur ou la honte. La confiance.